notre invité ce matin, c'est donc Martial Foucault. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, politologue, professeur à Sciences Po. Martial, évidemment, on avait envie d'avoir votre éclairage sur d'abord la campagne, puisqu'elle s'achève ce soir, et puis sur les enjeux du scrutin dimanche et l'après. Mais d'abord, peut-être un petit mot de l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir, puisque évidemment, elle a suscité les critiques de l'opposition sur le timing, le calendrier choisi 3 jours avant les européennes. Lui, il s'est défendu de toute récupération politique. Il dit que c'est le rôle d'un président de parler un jour de commémoration, de parler de l'Ukraine, de parler du Proche-Orient et de parler des européennes. C'est le rôle d'un président dans ce calendrier-là ? Alors, c'est pas lui qui fixe le calendrier. Effectivement, les célébrations du débarquement en Normandie ne pouvaient pas forcément être décalées. Est-ce que c'est son rôle ? Oui, finalement, compte tenu de l'ampleur qui a été donnée à cette célébration, il était important que le président de la République puisse inviter l'ensemble de ses dirigeants. Est-ce qu'il devait intervenir à la télévision ? C'est la question qu'on peut se poser. C'est surtout ça, les critiques de l'opposition. C'est pas qu'il ait parlé hier à la cérémonie de commémoration, c'est qu'il ait fait le 20h à 3 jours du scrutin. Oui, mais je crois que c'est de bonne guerre. Je crois que si on remonte par le passé, on a eu des interventions comme ça à quelques jours d'un scrutin au gré d'événements totalement exogènes. Quand on analyse l'intervention hier du président de la République, il aurait pu décider peut-être de consacrer moins de temps au sujet des élections européennes. Il a décidé, je n'ai pas minuté le temps, mais il a passé un bon quart d'heure, disons, sur ce sujet. Peut-être que là où c'est très intéressant, c'est qu'il ne l'a pas fait comme un chef d'État partisan de la liste de son parti Renaissance, mais peut-être pour alerter sur les enjeux de cette élection. On dit que cette élection européenne va être cruciale parce que le rapport de force politique est nouveau en 2024. Et si on se souvient de la ligne directrice d'Emmanuel Macron, qui est finalement de construire cette opposition entre les progressistes européens, humanistes et les populistes, je reprends ces termes, eh bien, il estime qu'à quelques heures du scrutin, il y a un enjeu pour l'Europe de voir une poussée totalement inédite, historique des populistes. Donc il veut rappeler... Il a trouvé la bonne ligne de crête, parce qu'effectivement, il a fait une tirade sur les conséquences du vote extrême droite. Et ce que ça impliquerait en Europe, ça veut dire qu'il a trouvé la ligne de crête entre le président de la République et le chef de la majorité ? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est un exercice impossible. Impossible, parce que si on rajoute à cela également les prises de parole du Premier ministre, dont on peut aussi s'interroger sur sa participation active dans cette campagne européenne, je dirais que là où Emmanuel Macron a peut-être marqué des points pour mobiliser un électorat dont on dit abstentionniste à 50%, c'est aussi d'expliquer et de rappeler que finalement, une Europe qui serait menacée par la montée des populistes, c'est une Europe qui finalement empêchera la France d'exercer son rôle que Emmanuel Macron souhaite, c'est-à-dire une puissance leader au sein de l'Europe. Et donc, il a effectivement joué, mais je dirais que rien de nouveau pour Emmanuel Macron. On l'a toujours vu dans ses prises de parole essayer de tirer très très fort sur le fil d'un chef de l'État qui serait au-dessus de la mêlée. D'ailleurs, je crois qu'il a pris cette expression en disant « je ne sais pas si je serai au-dessus, en dessous, à côté, ce seront aux électeurs de le juger ». Est-ce que, parce que son argument, c'était de dire, c'est pas la première fois que le RN pourrait gagner les élections, puisqu'il les a déjà gagnées la dernière fois, mais c'est la première fois qu'il pourrait être en mesure d'avoir une minorité de blocage au Parlement européen. Est-ce que ça, c'est un argument qui peut prendre auprès des Français, ou est-ce que c'est un peu technique sur le fonctionnement des institutions européennes ? Je dirais que vous avez raison, c'est un petit peu technique, parce que quand les Français vont se rendre dans l'isoloir dimanche, je pense que personne n'a à l'esprit la dynamique de la taille des groupes parlementaires qui sortiront des urnes. On sait que le Parlement européen, à la différence du Parlement français, a une vraie culture politique de coalition. Donc, au fond, le Parlement européen a rarement été en situation de blocage, parce qu'il y a toujours eu des coalitions, parfois surprenantes, entre la droite et les sociodémocrates, ce qui fait que même si dimanche soir, on voit bien qu'au sein de l'Europe, on va avoir une montée très très forte des partis de droite radicale, d'extrême droite. Il y a plusieurs qualificatifs. Cela n'empêchera pas, à la fin des fins, que les deux groupes parlementaires les plus puissants, les sociodémocrates et le PPE, le Parti conservateur, décident, la droite et la gauche, décident de faire une alliance, peut-être pas une alliance tout le temps de la mandature, mais sur les textes importants. Mais tout cela dépendra finalement de deux choses. C'est important, aujourd'hui il est difficile d'y voir très très clair, qui sera le président ou la présidente de la Commission européenne. Ça, c'est un enjeu très très fort, parce que ça va construire finalement une opposition entre ces deux grands blocs. Et puis, enfin, pour la France, qui sera le prochain ou la prochaine commissaire européen. Et au fond, ce qui est très important, c'est de voir que dimanche soir, en France, si le Rassemblement national est très très haut, la liste Renaissance
très très bas, ça va compliquer les choses dans les négociations pour imposer un commissaire ayant un portefeuille très important et influent pour la France. Donc, Parce que là, juste le RN au Parlement, il n'a pas de poste important pour le moment. Donc ça veut dire qu'en fait, si le RN a beaucoup d'avance et beaucoup plus de députés que d'autres groupes, la France pourrait ne pas avoir de poste important au sein de cette commission. Non, je crois qu'on est encore très très loin de voir un groupe de l'extrême droite au Parlement européen rafler plusieurs postes déterminants. Non, je crois qu'on est très très loin. Donc ça pourrait affaiblir la France. Oui, parce qu'au fond, on a une situation paradoxale en France. Dimanche soir, on aura une extrême droite très très haute, mais qui dans l'ensemble de l'Europe reste minoritaire. Et à l'inverse, on a un PPE très très fort. Mais la liste conduite par François-Xavier Bellamy est très très basse et celle par Valérie Hayé pour Renaissance très très faible. Donc on a une sorte d'inversion de ce qui va se produire au plan européen et de ce qu'on observera en France. Donc ça met la France dans une situation un peu désalignée avec le paysage politique qui ressortira des urnes au sein de toute l'Europe. Pendant la campagne, on a beaucoup entendu parler de cette montée des populismes en Europe et que finalement, ce qui se passait en France avec le RN donné largement vainqueur, c'était un peu le cas partout. Mais en fait, on est en décalage avec ce qui va se passer ailleurs, où la droite et les socialistes resteront majoritaires, avec une majorité relative, mais très très forte. C'est-à-dire une majorité qui leur permettra de construire une coalition, comme c'est le cas aujourd'hui. Et je veux dire, ça fait presque 2 mandatures que le Parlement européen fonctionne avec des coalitions. Et j'insiste sur un point, parce que c'est vrai que la montée des populismes, elle n'est pas uniforme. L'ensemble des dirigeants de l'extrême droite en Europe ne se rejoignent pas sur tous les sujets. On a vu par exemple que Madame Meloni n'était pas tout à fait alignée avec les positions de Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Donc même au sein des droites extrêmes en Europe, on n'est pas en situation d'avoir un groupe unique. Aujourd'hui, il y a 2 groupes et on voit bien qu'entre, par exemple, le FIS en Pologne ou on parle des démocrates en Suède, parce que ça s'appelle les démocrates suédois pour le parti d'extrême droite, eh bien, il y a des tensions. Donc, rien ne nous dit qu'au fond, la montée des populismes s'imposera avec un seul et unique groupe. Je crois qu'on en est encore très très loin. Ça veut dire que Jordan Bardella, ce qu'il a promis pendant sa campagne, il ne serait pas en mesure de le mettre en œuvre? Ah non, je crois que là, ce sont des effets d'annonce durant une campagne. Alors le vœu du RN de peser dans l'Europe, ce qui est une nouvelle stratégie, un nouveau discours, est très très loin de la réalité qui sortira des urnes, me semble-t-il, dimanche soir. Quand Emmanuel Macron et l'exécutif, puisque Gabriel Attal le dit aussi, martèlent que cette élection est cruciale, que c'est la plus importante que l'Union européenne ait connue. Est-ce qu'il dit vrai ? Elle est importante parce qu'effectivement, il y a une menace à travers ce que l'on vient de dire sur la montée des populismes, une menace sur le modèle à la fois européen, d'intégration européen, et un modèle, au fond, sur les valeurs démocratiques que porte cette Europe. On peut contester cette Europe sur le terrain social, sur le terrain économique, en considérant que l'Europe, depuis plus de 30 ans, a mis peut-être trop d'emphase, d'attention sur les questions économiques. Aujourd'hui, on revient à une conception très politique de l'Europe. C'est est-ce que le Parlement européen et la Commission seront en capacité de défendre le modèle démocratique. Le modèle démocratique, c'est quoi ? C'est à la fois, bien sûr, le pluralisme politique, c'est la capacité de défendre sur des sujets. On voit bien que le sujet de l'immigration est revenu très souvent sur cette campagne, mais il renvoie à des questions fondamentales que sont la citoyenneté européenne, l'acceptation de partager les mêmes valeurs. Et là, cette élection est importante parce qu'un certain nombre de partis ou de dirigeants, de leaders politiques européens ont envie, on a beaucoup parlé de M. Orban pour la Hongrie, mais d'autres estiment qu'il faut changer le modèle des valeurs défendues par l'Europe. Donc oui, il y a un enjeu qui, peut-être qu'il ne surviendra pas dès dimanche en 2024, mais on voit que ces forces politiques commencent à grignoter le modèle européen fondé sur, comme on le sait, sur l'idée de préserver la paix sur le sol européen. Alors du coup, il y a un enjeu sur ce que va devenir l'Union européenne, ce que va devenir l'Europe. Est-ce qu'on a suffisamment parlé des sujets européens pendant cette campagne ou est-ce que vous avez le sentiment que les sujets nationaux ont pris le dessus ? Je dirais qu'on a assisté à 2 temps durant cette campagne. Si je devrais situer, je dirais que depuis le mois de janvier jusqu'au mois de mars, on avait une campagne assez diesel. C'était compliqué pour les candidats de prendre place, de marquer leur position. Et on était sur des sujets qui étaient peut-être trop techniques
pour l'opinion publique. Et à partir de mars jusqu'à aujourd'hui, je trouve que cette campagne européenne a véritablement pris son envol. Mais d'ailleurs, on assiste à ça pour toutes les élections désormais. C'est-à-dire, c'est un peu cette idée, vous voyez, c'est un peu comme les agences de voyage, c'est le last minute. Donc à la dernière minute, on a les candidats qui se réveillent, l'opinion, les citoyens qui commencent à s'intéresser à cet enjeu. Donc dimanche, quand Gabriel Attal a dit la campagne elle commence maintenant, il dit vrai quelque part? Non, il dit pas vrai. Il dit simplement elle commence maintenant parce que je prends toute ma place dans cette campagne. Donc je pense que c'est plutôt une phrase qui concerne son propre investissement dans la campagne. Et on a assisté depuis maintenant 3-4 semaines, on est sur des grands sujets européens que sont à la fois les questions environnementales, les questions migratoires, mais aussi les questions économiques, avec pour beaucoup de candidats une déclinaison au plan national. Et ça, je dois dire que la France est un peu championne lors des campagnes européennes pour essayer au maximum de nationaliser une élection européenne. Alors je ne crois pas que ce soit finalement une bonne idée par rapport à ce déficit démocratique dont souffrirait l'Union européenne, parce que mobiliser les citoyens sur des sujets dont ils ne verraient qu'une déclinaison nationale, eh bien, ça éloigne ce sentiment d'appartenance commun à l'Union européenne. Donc je pense que les candidats ont aussi une responsabilité dans la manière dont ils font campagne. Et puis je dirais qu'on a vu un certain nombre de thématiques au-delà des questions migratoires et environnementales. Parfois on a vu des candidats rentrer sur des positions très techniques. Et je dois dire que les citoyens français ne sont pas toujours très au courant de ces technicités de l'Union européenne. Or, l'Union européenne, ça reste aussi finalement une construction très bureaucratique, avec beaucoup de règlements, de directives. Et je dirais, on le voit, depuis les élections de 1979, si vous voulez, nos responsables politiques nationaux vont toujours tirer bénéfice d'actions positives, estimant que ça se passe au plan national, et ce qui ne fonctionne pas très bien en France, rejeter la responsabilité à l'échelle européenne. Et dans tous les débats, on voit bien qu'il y a ce jeu un peu de duplicité entre le niveau européen et le niveau national. Un mot sur les intentions de vote, puisque les sondages donnent le RN et Jordan Bardella à plus de 30%, avec un écart énorme avec la liste Renaissance qui va du simple au double. Est-ce que si ces scores se révélaient vrais dimanche, ce serait inédit, ou c'est déjà arrivé une liste à plus de 30 et la liste derrière qui est aux alentours de 15? Alors, une liste à plus de 30%, ce n'est arrivé qu'une seule fois en France, élection européenne de 1984, liste conduite par Simone Veil à l'époque. Sinon, aucun candidat n'a réussi aujourd'hui à dépasser ce seuil fatidique des 30%. Mais vous avez raison, le point le plus important, c'est pas simplement dans l'histoire des élections européennes en France, mais il faudra regarder dimanche soir très attentivement dans tous les pays. La liste arrive en tête, quel écart a-t-elle pu enregistrer avec la liste arrivée en 2e et 3e position? Si les intentions de vote se confirment dimanche soir, avec 15 points d'écart entre Jordan Bardella et la liste conduite par Valérie Hayé ou peut-être Raphaël Glucksmann, parce que ces deux listes sont très proches l'une de l'autre, eh bien, on aura un cas sans précédent dans l'histoire des élections européennes où effectivement, c'est pas tant le score du RN, même si c'est au-delà de 30%, mais c'est vraiment l'écart considérable, voire même abyssal, pris avec les autres listes adversaires, et cela va finalement magnifier en quelque sorte le score du Rassemblement national, sans que cela a, comme je vous disais, de répercussions sur le rapport de force politique au niveau européen. Donc on aura une... Il y avait moins d'un point la dernière fois entre le Rassemblement national et la liste de la majorité présidentielle. Même chose pour les élections de 2009, où le Rassemblement national avait été très très haut face à la liste conduite par l'UMP à l'époque. Je dirais que la nouveauté... Alors, c'est pas une nouveauté, parce que est-ce que les listes de l'exécutif sortant, Emmanuel Macron et Gabriel Attal aujourd'hui, est-ce qu'elles ont toujours connu de mauvaise fortune aux élections européennes? C'est fréquent, mais on a quand même des contre-exemples. Souvenons-nous de la liste conduite par l'UMP en 2009, qui fait un score très élevé. C'était le cas également liste en 1989, conduite par Dominique Baudis. Donc on a des situations où en général, on l'a dit et répété, mais c'est important, on dit souvent les Français sont fatigués des rendez-vous électoraux, parce qu'il y a une fréquence trop grande d'élections. Cette fois-ci, peut-être que les Français sont impatients de retourner dans l'isoloir. Ça fait plus de 2 ans qu'il n'y a pas eu d'élection en France. Et donc, il y a toujours cette possibilité de saisir cette élection européenne comme une élection un peu défouloir, référendaire. Et donc, la vraie menace
pour Emmanuel Macron et Gabriel Attal, c'est que les Français ne se positionnent pas tant sur des enjeux européens, mais envoient un message de désapprobation de l'action conduite par l'exécutif aujourd'hui. Donc ce sera une élection de mi-mandat, c'est ce qu'a tenté d'installer le Rassemblement national d'ailleurs. Absolument, mais c'est à la fois vrai dans le calendrier, elle est presque à mi-mandat, et puis deuxièmement, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y a eu un certain nombre de réformes qui n'ont pas suscité, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup d'adhésion, notamment le sujet des retraites, et donc c'est l'occasion finalement pour les Français de saisir ce scrutin pour sanctionner l'action du président de la République. Et ça, au fond, quelle que soit la campagne menée, il va être difficile, parce qu'on voit bien que pendant cette campagne, il n'y a pas un sujet qui a dominé plus qu'un autre. Et d'ailleurs, ça a été très compliqué pour tous les candidats d'installer leur propre thématique et de dire aux citoyens électeurs, si vous devez retenir qu'une seule de nos positions, c'est celle-ci. C'est très compliqué quand on fait l'inventaire et qu'on regarde ça attentivement. Moi-même, je serais incapable de vous dire, pour chaque candidat, voilà la mesure phare qu'ils entendent conduire s'ils sont élus au Parlement européen. Il y a les chiffres, évidemment, et puis il y a ce qui se cache derrière les chiffres, notamment pour Jordan Bardella. S'il est au-dessus de 30%, il a aussi réussi à capter de nouveaux électeurs, un électorat qui ne votait pas Rassemblement national, notamment les retraités. Est-ce que la dédiabolisation est désormais acquise ? Je crois qu'on avait vu ce phénomène dès les élections législatives de 2022 en France. Donc oui, il touche de nouveaux segments. Ça participe de cette stratégie, finalement, pour dépasser le fameux plafond de verre, dont on estimait que le RN était victime. Donc oui, une population plus âgée, mais j'insiste, elle reste quand même totalement acquise à la liste Renaissance. C'est vraiment l'électorat sur lequel repose le socle politique de la liste Renaissance. Mais oui, le RN perce dans les catégories plus âgées. Chez les jeunes, on estime à près d'un jeune sur 3 qui déciderait d'aller voter, préférer la liste conduite par Jordan Bardella, et puis aussi des segments, moi, qui me semblent très intéressants, des segments de catégories socio-professionnelles. On savait que le RN était toujours présenté comme un parti qui faisait ses meilleurs scores dans les catégories populaires. Là, on voit que à la fois des catégories professions intermédiaires, cadres supérieurs, on est à près de 20%. Un cadre supérieur sur 5 envisagerait de voter liste RN. C'est une petite révolution dans la capacité du RN vis-à-vis d'un électorat cadre, on dit souvent très éduqué, qui se met à distance de ces partis les plus radicaux. Aujourd'hui, ça change. Et puis, on regarde aussi attentivement les choses au CEVIPOF entre les salariés du secteur public et du secteur privé. Souvenons-nous, Marine Le Pen a installé cette thématique « Je suis la gardienne du service public à la française qui est dégradé, qui n'est pas suffisamment préservé. » D'ailleurs, cette thématique a disparu au cours de cette campagne européenne. Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, les fonctionnaires de catégorie A, B et C, C, on le savait, était déjà très proche du Rassemblement national dans le vote, mais aujourd'hui, cette liste arrive à convaincre des fonctionnaires qui jusqu'alors préféraient les partis traditionnels. Donc oui, il y a un changement. Est-ce que ça augure une dynamique pour les prochaines années en France ? Peut-être. Peut-être parce que quand on atteint ces chiffres-là, 20% de cas, 30% de jeunes, est-ce que c'est l'effet Jordan Bardella ou est-ce que c'est les thématiques défendues par le Rassemblement national ? Ça, je crois que c'est encore trop tôt pour y voir très clair. Mais il y a, oui, clairement, cette volonté de fracturer ce plafond de verre du parti RN. Un mot sur la candidate de la majorité, Valérie Ayé, qui a été désignée très tardivement, la majorité présidentielle qui a mis du temps à trouver sa stratégie de campagne, à trouver sa candidate et a choisi une candidate qui a un bon bilan au Parlement européen, qui est bonne sur le fond, mais qui n'est pas très politique. Est-ce que dans le contexte actuel, ça a été une erreur ? Je dirais qu'elle n'a pas été véritablement aidée non plus par l'ensemble des personnes qui ont souhaité jouer un rôle, soit en catimini, soit ouvertement, pour elle. On a tous assisté et commenté l'intrusion de Gabriel Attal lors d'une séquence à Radio France. Je crois que c'est à la fois profondément humiliant pour la candidate. Vous avez raison de dire que c'est une parlementaire qui, depuis 2019, a fait un travail considérable, qui a présidé le groupe Renew au Parlement européen, qui est peut-être une technicienne, donc qui connaît parfaitement ces sujets. Est-ce que c'est suffisant pour séduire, élargir une base électorale ? Bon, la réponse est plutôt non.
parce qu'elle a face à elle finalement comme elle dit, des leaders, presque des professionnels de la politique, qui ont l'habitude des plateaux télévisés. Moi, j'ai trouvé très intéressant quand Valérie Hayé a indiqué qu'elle passait finalement plus de temps à regarder ces émissions politiques que d'être une actrice de ces émissions politiques. Donc, c'est dire quand même le décalage pour cette campagne. Est-ce que l'ensemble de la majorité s'est mise au diapason de sa campagne? Non. On a vu finalement peu de ministres en campagne européenne. Mais pourquoi? Parce que le chef de ces ministres, le Premier ministre lui-même, a souhaité être présent. Ce qui est d'ailleurs un calcul très intéressant, parce que si véritablement la liste Valérie Hayé est en deçà des 15%, est-ce qu'il faudra attribuer ce mauvais score simplement à Valérie Hayé, à Gabriel Attal, au président de la République? On voit bien que ça va être un jeu politique et rhétorique. Hier, Emmanuel Macron, il est resté très évasif sur les conséquences qu'il tirait de ce scrutin. Si jamais il y a un tel écart entre Jordan Bardella et Valérie Hayé, est-ce qu'il peut vraiment ne tirer aucune conséquence sur le plan national? Alors, il peut toujours tirer des conséquences, et je crois qu'il n'est pas avare de commentaires sur une situation politique. Mais quelles conséquences peut-il tirer finalement, quand on fait l'inventaire de toutes les possibilités politiques qu'il peut engager? Certainement pas une dissolution de l'Assemblée nationale, probablement pas un changement de Premier ministre. Alors, il se murmure à l'Élysée qu'il y aurait un grand coup politique qui serait engagé par le président de la République. Mais qui pourrait être quoi? Mais peut-être que le grand coup politique, c'est le statu quo, c'est ne rien faire. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il reste? Peut-être l'arme du référendum, qui est quelque chose dont on entend depuis plusieurs mois, mais un référendum sur quel sujet, quelle question? On ne voit pas là dans l'agenda finalement des thématiques pour lesquelles les électeurs voteraient uniquement sur la question posée, sans avoir l'intention finalement de sanctionner Emmanuel Macron compte tenu de la popularité actuelle du président de la République. Donc les conséquences à tirer, je pense qu'il ne faut pas tirer des conséquences nationales d'une élection européenne. Ça serait vraiment une confusion de genre. Même si on sait que Jordan Bardella va demander la dissolution dimanche soir? Oui, mais il est dans son rôle. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, demander une dissolution en souhaitant être le Premier ministre, est-ce que c'est ça l'intention, si on est totalement logique? Donc non, les Français vont élire des députés européens. Donc ça, je crois que c'est le point fondamental. Et les conséquences qu'on doit en tirer pour le plan national, c'est lors d'élections nationales. Donc je crois qu'il y a eu par le passé finalement des présidents de la République qui ont essayé, après une débâcle, de changer les choses. Souvenons-nous, en 1994, François Mitterrand, président, liste conduite par Michel Rocard, qui fait un score en dessous des 15%. Bon, il n'y a pas eu de changement de politique. Alors, vous me direz, on était à 1 an de la fin du mandat de François Mitterrand. Mais je dirais que c'est une erreur et c'est aussi le jeu des adversaires d'Emmanuel Macron que d'affaiblir, de mettre en difficulté le président de la République lorsque, au soir d'une élection, la liste du parti présidentiel fera un score qui n'est pas aussi élevé qu'attendu. Merci Martial Foucault. Merci beaucoup d'être venu nous apporter votre éclairage sur les enjeux de ce scrutin et sur peut-être ce qui va se passer après. Merci Martial, politologue, professeur à Sciences Po. On va continuer à parler de ces européennes tout de suite dans le club. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Pour ce club, Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour, merci d'être là, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Erwan Lestrohan. Bonjour Erwan. Merci également d'être avec nous, directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa. Et on va parler évidemment des élections européennes, J-2, et la campagne s'achève ce soir. Erwan, on va découvrir votre sondage Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale sur les intentions de vote, l'abstention. On verra tout ça dans quelques instants. Le match est-il joué? Quels sont les enjeux du scrutin de dimanche? Que peut faire Emmanuel Macron au soir du 9 juin? On parlera de tout ça. Et Quentin, vous allez tout nous expliquer sur ce scrutin européen. Voilà, on va faire le point sur toutes les infos de ce scrutin. On le rappelle, à un seul tour, on vote dimanche, seule élection pour les européennes. Et c'est parti pour ce club spécial européenne.